Ne jamais baser un investissement uniquement sur la fiscalité à l'instant T. La fiscalité elle peut changer du tout au tout. Il y a des personnes il y a 10 ans qui sont basées sur cette stratégie qui aujourd'hui ne marche plus. Les règles fiscales vont changer. Qui dit que dans 30 ans, on aura exactement cette même fiscalité? 90% des gestionnaires de patrimoine sont biaisés. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'investir parce qu'ils ne sont pas passés par la case « je développe mes connaissances et mes compétences ». T'as beau avoir la meilleure diversification possible, mais tu investis 20% de ton patrimoine, tu fais moins bien que quelqu'un qui est peut-être un peu moins optimisé, mais qui investit à 80%. Tu vois. Penser qu'on peut enchaîner les opérations, gagner en 2500 € par mois et finir avec 10 biens sur 5 ans avec le cash flow, etc., c'est un peu utopique. Les gens qui arrivent à développer un patrimoine de 1 million avec leur activité ou quoi que ce soit, ils se battent tous. Salut à tous, on se retrouve pour un format long, cette fois-ci sur ma chaîne, avec un invité que j'avais envie d'avoir depuis longtemps. On se rend compte pour la première fois aujourd'hui, on avait déjà fait quelque chose sur ma chaîne et sur la tienne il y a un moment. Thomas Mayol, que vous connaissez peut-être, donc très content de faire ce tournage avec toi. Et on va parler d'un sujet actuel, puisqu'on va parler des changements fiscaux autour de l'investissement. Donc on va parler, je pense, de plusieurs sujets, vu qu'il y a beaucoup de changements fiscaux qui sont en train de s'opérer actuellement, que ce soit sur la flat tax, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur l'investissement en société, on en a parlé un petit peu avant. Donc l'idée, c'est qu'on traite ce sujet pour savoir si il faut adapter ces investissements ou si au contraire, il faut pas forcément s'en soucier plus que ça. Donc on va discuter de ça si ça te va. Bah écoute, ça me va très bien. Merci déjà beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir toujours d'échanger investissement. On échange beaucoup déjà de base en dehors des formats podcast, donc c'est très cool de se voir en vrai. De faire ça en vrai pour une fois. Du coup, c'était chaud. Moi, je parle beaucoup de bourse, donc je suis chaud de commencer par, on va dire, la fiscalité autour de la bourse. Ouais. Et là, dernièrement, alors, encore une fois, dans cette vidéo, on va parler de projections et il y a plein de choses qui ne sont évidemment pas votées. Donc, forcément, il y a des choses qu'on va dire aujourd'hui qui seront peut-être plus valables dans X temps par rapport aux chiffres, mais c'est plus la réflexion qu'il y a derrière. Notamment par rapport, est-ce qu'on doit adapter la construction d'un portefeuille? Est-ce qu'on doit aller plus sur le PEA, plus sur le compte titre, plus sur l'assurance vie? Tu vois, ça peut être des questions que les gens se posent. Donc en gros, on va reprendre là. Donc que la dernière idée du gouvernement, là, c'est de changer notamment les prélèvements sociaux pour passer de 17,2 à 18,6 et que ça impacterait du coup la flat tax notamment et l'imposition sur les valeurs mobilières, donc bourse. Je suppose que tu as vu passer la nouvelle. Est-ce que tu en as discuté un peu autour de toi avec les personnes que tu accompagnes? Est-ce que toi, personnellement, ça t'impacte? C'est quoi un peu ta vision de ça? Bon, forcément, on n'est pas content. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que ça change quelque chose, toi, ta stratégie ou quoi? En fait, je pense que déjà, ça me choque même plus parce qu'on en a discuté juste avant. Et le premier truc que je répète tout le temps à toutes les personnes que j'accompagne, je répète tout le temps sur les réseaux et je sais qu'on est d'accord sur ça, c'est ne jamais baser un investissement uniquement sur la fiscalité à l'instant T. Parce que maintenant, on le voit, en fait, la fiscalité, elle peut changer du tout au tout. Et comme on le disait en off juste avant, l'exemple vraiment le plus parlant, c'est sur l'immobilier. Il y a des personnes, il y a 10 ans de ça, qui ont basé toute leur stratégie sur 20 ans, sur 30 ans, en se basant sur le statut LMNP, loueur meublé non professionnel. Et en se disant, OK, ça me permettra de faire ce qu'on appelle l'amortissement, peut-être on en reparlera après, pour éviter l'impôt sur mes loyers. Et en plus d'avoir une fiscalité sur la plus-value, qui est la fiscalité classique. Et d'un coup, ça a été réformé du jour au lendemain, avec effet rétroactif. Donc, il y a des personnes il y a 10 ans qui sont basées sur cette stratégie, qui aujourd'hui ne marche plus, alors qu'ils sont déjà lancés dans l'investissement. Pour les prélèvements sociaux, c'est pareil. Les prélèvements sociaux, quand tu regardes, ça a été inclus, je crois, en 1997, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, par là, et puis ça... Et ça a augmenté. À la base, c'était censé être exceptionnel, c'était 2%, 0,2. Ça a augmenté petit à petit. Maintenant, on est à 17,2 et ils veulent augmenter à 18,6. Je crois que c'est 17,2 depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était vers là. Ouais, et Macron, je crois. Ouais. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais ces prélèvements sociaux qui augmentent, ça touche absolument tous les investissements. Là, on a parlé de bourse juste avant, mais globalement, tu as parlé de LMNP aussi, ça va du coup toucher tous les types d'investissements parce que globalement, sur toutes les niches fiscales autour de la bourse, exactement, PEA par exemple, quand on atteint les 5 ans, on va payer les prélèvements sociaux et on ne va plus payer la partie impôt sur le revenu. Donc, le PEA pourrait être impacté. Sur le compte titre, on paye prélèvements sociaux plus IR, donc 30% de flat tax, qui serait impacté. Sur l'assurance vie, à la fin de l'assurance vie, quand on a l'avantage fiscal, au bout des 8 ans, on paye quand même les prélèvements sociaux. Sur l'IMO, on paye les prélèvements sociaux. Plan épargne entreprise, au bout de 5 ans, etc. C'est les seules choses qui restent. Donc en fait, là, cette augmentation de 1,4%, on ne se rend pas compte, mais elle touche absolument tout le monde, que vous soyez gros investisseur, petit investisseur, investisseur immobilier, investisseur en bourse. Ça touche absolument tout le monde. Donc c'est un petit peu, comme tu le dis, c'est un petit peu fatigant parce que ça, à la limite, c'est l'imposition globale. Donc,
bon, on va jouer avec les nouvelles règles du jeu. Et encore une fois, c'est une imposition sur les gains qu'on a réalisés. Donc, même quand on n'est pas, quand on n'est pas investisseur, on n'a pas ce problème, entre guillemets. On ne va pas payer quoi que ce soit sur une plus-value qu'on n'a pas réalisée. Mais quand on est investisseur, je pense qu'il faut s'adapter aux règles du jeu parce que de toute façon, c'est comme ça et on n'a pas vraiment la main dessus. Et ce qui est un petit peu plus dérangeant, je trouve, c'est notamment pour l'IMO, avec le LMNP que tu as dit là, parce qu'ils changent les règles du jeu qui mettent vraiment au tapis des stratégies qui ont été construites Il y a longtemps. il y a longtemps et qui sont toujours qui ont toujours été construites, par exemple, il y a un an, tu vois. Moi, ma copine, elle a acheté 2 apparts pour faire du LMNP. Elle était au LMNP au réel. Bon, mais en fait, tout son plan de rentabilité, il faut l'adapter, tu vois. Il faut prendre des décisions potentiellement par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu penses du coup voilà, qu'est-ce que tu ferais toi en tant qu'investisseur? Est-ce que tu regardes la fiscalité ou ton but c'est quand tu investis du capital, c'est de trouver un projet qui est viable, peu importe ce qui va se passer? Ça serait quoi un peu ton recul là-dessus? Je pense que, comme je l'ai dit, je me base toujours sur les fondamentaux avant tout. Là, je dois avouer que l'augmentation des prélèvements sociaux, je ne m'y attendais pas plus que ça. Parce que je savais que la flat tax, c'est dans les projections du gouvernement de l'augmenter sur les prochaines années. Mais il parlait beaucoup de rendre plus attractif le PEA comme enveloppe d'investissement. Donc, une façon logique de le faire, c'est d'augmenter la partie impôt sur le revenu. Parce que les 30% de flat tax, c'est 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Une façon logique de le faire, c'est j'augmente plutôt la partie impôt sur le revenu. Ouais. Comme ça augmente la flat tax sur le compte titre, pas sur le PEA, ça rend plus attractif le PEA. Et c'était plutôt la tendance que je pensais que ça allait prendre. Donc au final, ils choisissent, comme tu dis, d'imposer quelque chose qui touche tout le monde. Donc on voit qu'en fait, c'est très incertain, que tout peut changer, que ce soit l'immobilier, que ce soit la fiscalité sur les sociétés. On peut investir sur un compte titre aujourd'hui en se disant je paierai peut-être la flat tax à la sortie, et peut-être que le jour où on sortira les fonds, ce sera plus la flat tax, ça sera l'impôt sur le revenu. Donc comme ça l'a été et comme ça pourra peut-être l'être, il y a beaucoup de partis politiques qui prêchent pour ça. Donc en fait, moi je pense qu'il faut toujours baser, que ce soit l'immobilier, de la bourse, du private equity, tout ce qu'on veut, un investissement sur les fondamentaux, faire un bon investissement. Je suis en immobilier, l'emplacement, il ne va pas changer. Faire une bonne affaire à l'achat. La plupart des bonnes affaires se font à l'achat. Je suis en bourse, acheter des titres de qualité ou un bon portefeuille bien diversifié sur le long terme, etc. Et ensuite, la fiscalité, le but, c'est effectivement, quand même, si j'ai envie de vraiment maximiser le potentiel de mes investissements, de la suivre, mais de s'adapter en continu. Pour moi, c'est d'abord, je base mon investissement sur les fondamentaux avant sur la fiscalité, parce que la fiscalité, ça peut trop varier. Et ensuite, en continu, je m'adapte à la fiscalité et je fais les arbitrages qu'il faut, quoi. Et du coup, c'est une perche tendue pour le PER, par exemple. Parce que moi, j'ai un gros problème avec le PER. Ouais. Tout le monde j'ai l'impression que tout le monde autour de moi, pour les personnes qui gagnent un petit peu, que ce soit salariés ou libéraux ou quoi que ce soit, ils ont quasiment tous un PER pour défiscaliser, etc. C'est le classique. Quand on recommande aussi beaucoup, enfin que les CGP recommandent beaucoup. Hein, ouais, c'est le classique PER pour défiscaliser, mais le problème, c'est que le PER, en fait, moi, je parle de plus en plus du triangle de l'investissement. Tu vois, souvent, on parle du couple performance-risque. Liquidité. Exactement. Et en fait, personne ne parle de la liquidité d'un investissement. Quand tu vas sur le limo, par exemple, c'est un investissement qui est beaucoup plus illiquide que de la bourse. Donc, il va falloir que tu trouves un acheteur, que tu ailles chez le notaire, que tu signes un compromis. Ah, finalement, l'acheteur, il n'a pas eu son prêt. Du coup, rebelote. Et en fait, c'est illiquide. Le PER, c'est extrêmement illiquide. Et en fait, il y a aujourd'hui des personnes qui ont moins de 30 ans, qui sont déjà propriétaires potentiellement de la résidence principale. Donc, le cas de déblocage anticipé, il est passé... En tout cas, le seul cas de déblocage positif. Parce que, et les autres, c'est surendettement, la plupart du temps, mort du conjoint. Ouais, non, ça craint. Ou incapacité, invalidité. Ouais. Des choses, t'as pas trop envie que ça t'arrive. Ouais. Donc, en gros, ils sont bloqués ils ont bloqué énormément de capital sur un horizon extrêmement long. Et moi, je suis très gêné de ça parce que, malheureusement, ils se rendent peut-être pas compte que les règles fiscales vont changer, tu vois. Et le gouvernement, aujourd'hui, a mis ces règles-là sur le PER, mais le prochain gouvernement pourra mettre autre chose. Le PER, ça a changé, c'est récent. Avant, il y avait d'autres dispositifs de retraite, notamment au niveau des entreprises, etc. C'était plus compliqué avec Perco, machin, et tout ça. Et qui dit que dans 30 ans, tu vois, on aura exactement cette même fiscalité et en fait, je me dis, les gens cherchent à défiscaliser absolument pour ne pas payer d'impôts. Carotte fiscale. Ouais, exactement. C'est comme le Pinel, tu vois. C'est en fait... Terrible. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je ferais cet investissement si il n'y avait pas d'enjeu de défiscalisation ou d'avantage fiscal quelconque? Si oui,
bah, ok, pourquoi pas, tu vois. Mais sinon, bah, moi, j'y vais pas. C'est pour ça que moi, j'ai pas de PER. pas de PER. Non, Pourtant, je paye des impôts. Hein. je suis totalement Et d'accord. j'ai pas de PER. Et sur le PER, en fait, les gens, je trouve, ils se trompent de combat sur le PER. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent souvent le plan épargne retraite en disant, voilà, le PER de base, c'est, imaginons, je suis en TMI 41%, j'investis 10 000 euros par an sur mon PER, je peux faire 10 000 fois 41%, moins 4 100 euros par an de mon revenu imposable, et ça me permet d'investir en plus en continu. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais ça sert à rien, parce que le jour de ta retraite, tu es refiscalisé. Sauf que la plupart des personnes, quand ils arrivent à la retraite, bah, en général, leur TMI, elle baisse. Du coup, bah, tu passes de 41 à 30, il y a le gain de 11%. Et même si je reste dans la même tranche, 41, en fait, c'est un peu comme si l'État t'avait fait un prêt à taux zéro à l'instant T pour pouvoir investir plus, pour qu'à ta retraite, bah, du coup, que tu aies pu faire fructifier tes gains, qu'à la retraite, tu aies une meilleure retraite. Donc pour moi, le PER, en ce sens, c'est une bonne enveloppe. Mais les gens se trompent de combat en critiquant le PER sur ça, parce que les vrais défauts du PER, c'est ceux que tu viens d'avancer pour moi, c'est l'illiquidité, que c'est bloqué jusqu'à ta retraite, sauf cas de déblocage anticipé. Et c'est le fait que la fiscalité, elle peut changer. Ouais. Elle peut changer à tout moment. Et franchement, aujourd'hui, la retraite, moi, je ne me vois pas ouvrir un PER personnellement. Enfin, c'est pas ma priorité. Parce que Trop loin. j'ai pas envie d'avoir une enveloppe bloquée jusqu'à ma retraite, alors que je sais que je peux investir massivement sur des investissements type bourse, etc., où j'ai beaucoup plus de liquidité et que je peux avoir le total contrôle sur ce qui se passe dessus. Donc le PER, pour moi, c'est vraiment adapté. C'est pas le premier investissement à faire. C'est soit les personnes qui sont salariées, tu as mis 45%, qui sont vraiment éclatées et qu'elles ont déjà un peu investi à droite à gauche et donc elles disent ok, bon là, ça va me permettre de réduire l'impôt et continuer d'investir en diversifiant encore sur une autre enveloppe et j'ai pas du tout besoin de cet argent sur le court terme, mais ça va pas intervenir en premier investissement comme beaucoup le recommandent parce que la carotte fiscale, c'est le plus facile à recommander en fait. Bah, ça, et puis après, c'est. En fait, on va partir sur un autre sujet, mais c'est un petit peu la même chose. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on va dire, il y a les institutions classiques, type banque, assurance. Bon, ça, c'est des gros bateaux qui fonctionnent avec des frais. Enfin, on a discuté plein de fois, et pas que nous. Et je pense que ça, les personnes qui regardent ma chaîne ont compris. Et ensuite, il y a un peu les personnes comme nous, où on essaie d'autonomiser les gens à investir par eux-mêmes et donc limiter au maximum les frais, à travers notamment PEA, compte titres et des enveloppes sur lesquelles on peut avoir des titres en direct avec ETF, actions, etc. Et ensuite, il y a également des conseillers en gestion de patrimoine qui peuvent très bien travailler, qui peuvent faire du travail honoraire, faire du PEA, du compte titre, faire de l'assurance vie aussi de qualité, bien conseiller, bien faire leur travail. Mais, et je ne suis pas là du tout pour taper sur tout le monde, attention, je mets des pincettes sur ce que je dis, je ne tape pas sur quelqu'un en particulier, sachant que moi-même, je suis en train, et je l'ai annoncé du coup, je suis en train de me former et je suis en train de monter une société pour devenir conseiller en gestion de patrimoine et accompagner les personnes que j'accompagne déjà sur d'autres types d'actifs, type private equity, SCPI, potentiellement défiscalisation s'il y a de l'intérêt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les conseillers en gestion de patrimoine prennent de l'encours sous gestion, sont rémunérés sur l'encours sous gestion, et l'encours sous gestion se prend majoritairement sur assurance vie, PER. PEA compte titre, en fait, ils vont pas prendre de frais annuels de gestion sur des enveloppes comme celle-ci. Donc, forcément, on en arrive à la situation où il y a des personnes qui vont avoir des assurances vie, des PER, dès qu'ils ont 25 ans, à la sortie de l'école. Moi, j'étais kiné avant, du coup, c'est un peu mon parcours. Tu arrives en dernière année de kiné, tu arrives au dernier trimestre, tu as une journée dédiée avec tous les acteurs bancaires, assurantiels, etc., qui viennent en mode bonjour, j'aimerais vous présenter cette solution d'investissement quand vous serez sorti de l'école, etc., etc. Tu vois. Et en fait, moi, j'accompagne des gens qui étaient dans mon école. Donc, dans mon accompagnement, j'ai des gens de mon école que je revois maintenant, quelques années après, et qui sont exactement dans cette situation-là, avec assurance vie, PER, pas optimisé, classique, des frais partout. Et du coup, j'ai divagué, mais c'est exactement pour ça qu'on se retrouve avec des PER, notamment, qui ne sont pas forcément optimisés pour les personnes à l'instant T, mais que tout le monde en a, quoi. Non, mais la source du problème, comme tu l'as dit, c'est que je pense il ne faut pas, bien sûr, faire de généralité, rien n'est tout noir ou tout blanc, mais 90%, j'exagère pas quand je dis 90%, des gestionnaires de patrimoine, des conseillers financiers sont biaisés, tout simplement. Parce que toi et moi, en fait, on a une chance qu'on ne se rend pas compte, c'est que vu qu'on crée du contenu, et on a une audience, et du coup, on crée de la confiance, et donc on peut se permettre de facturer des honoraires si on veut travailler avec quelqu'un.
Donc, de facturer plutôt, voilà, c'est-à-dire, je te fais ta situation et je te facture X euros. Ou alors, je peux te recommander tel produit qui n'est pas celui où je prends le plus de frais, mais je m'en fous parce que j'ai beaucoup de demandes derrière. Donc, je sais que c'est du long terme, etc. Ouais. Mais si je suis un jeune gestionnaire de patrimoine, que je me lance, que je galère à trouver mes premiers clients et que là, mon premier client, mon premier prospect, je le trouve devant moi, je lui dis ça fera 5 000 euros, bah, ça va être compliqué. Quand le concurrent en face, quand 90% des concurrents, ils vendent pas comme ça, ils vont dire ça sera gratuit, vous n'avez rien à payer à l'instant T, tout ce que je vais prendre, moi, c'est des rétrocommissions ou des frais. Et en fait, c'est insidieux, mais les frais et les rétrocommissions, ça va coûter beaucoup plus cher sur le long terme. Et en plus de ça, en plus de coûter beaucoup plus cher, ça va pas m'inciter à recommander les meilleurs placements pour la personne que j'ai en face, mais à recommander les meilleurs placements où je prends moi le plus de frais. Parce que si j'ai 3 SCPI à recommander, 2 où je prends 3% de frais à l'entrée et une où je prends 6%, bah bien sûr que surtout quand je suis au début, ou même que je suis pas au début, mais que ma société, bah, je dégage pas trop de cash, etc. En suivant mes intérêts personnels, bah, je suis incité à recommander la mauvaise. C'est pour ça que les honoraires empêchent le conflit d'intérêts, tu vois. C'est extrêmement important, mais après... Mais c'est pas une condition suffisante pour un bon conseil non plus. Non, clairement pas. Non, ouais, clairement. Je pense qu'il faut, il faut savoir avec qui vous travaillez, mais après, on peut pas non plus, tu vois, je me mets à la place de quelqu'un qui débute, qui a pas d'audience, qui a envie de faire son métier. À un moment donné, il faut qu'il mange aussi, tu vois. C'est ça qui est compliqué. En fait, c'est vraiment... c'est un domaine qui est complexe, tu vois. Et donc, je pense que c'est à chacun, en tant que client et en tant que consommateur des services financiers de quelqu'un, de faire ses travaux de recherche pour comprendre un petit peu l'historique de la personne, comment est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il est plus rétrocom, est-ce qu'il est plus honoraire, en fait, les résultats clients qu'il a, etc. Tu vois. Si tu veux faire bien ce métier, pour moi, gestion le patrimoine, et que tu n'as pas de réseau, pas d'audience, etc., faut pas se dire que c'est un métier, je pense, où sur les 3-5 premières années, tu vas gagner des 100 et demi. Je pense qu'il faut que tu dises que c'est un jeu de long terme. Contrairement à ce que beaucoup de gens vendent, que tu vas rapidement gagner beaucoup d'argent, etc. Parce qu'en fait, si tu n'as pas les réseaux au début, etc., et que tu veux faire bien les choses, pas recommander là où tu as les choses où tu as le plus de frais, ça va mettre du temps à capitaliser. Mais par contre, franchement, je pense que même une personne qui n'a pas d'audience, etc., si elle adopte cette stratégie-là, sur le long terme, elle est gagnante. Parce que sur le long terme, elle saura, ses clients, ça marchera beaucoup mieux. Ce ne sera pas les fameux clients que nous, on voit tous les jours, qui ont 3% de frais de partout. Du coup, avec le bouche-oreille et autres, ça deviendra une vraie référence sur le marché. Mais ça prendra beaucoup plus de temps. Hein. C'est toujours pareil, c'est comme pour l'investissement, tu vois, c'est équipe long terme et équipe court moyen terme. Mais même dans nos activités, hein, on divague un peu de la fiscalité, mais on est dans un secteur, nous, où on peut être considéré comme infopreneur parce que on vend de l'information avec les accompagnements, etc. Même si je pense qu'on ne vend pas que de l'information, mais tout l'écosystème qu'il y a autour. Et je sais que toi, comme moi, on essaie d'aller beaucoup plus loin que ça et bien travailler, mais il y a la défiance par rapport à ce secteur-là. Il y a eu trop d'arnaques, trop de personnes qui ont fait n'importe quoi. Et en fait, eux, ils ont réfléchi court terme, alors que je pense, toi comme moi, notre marque, on fait pas des challenges de 5 jours avec des invités de partout. On fait pas... non plus de la publicité à outrance, très aller chercher les gens. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on avance, c'est presque le produit. Tu vois, c'est notre façon de travailler avec les gens qui communiquent pour nous. Et vu qu'on travaille bien, ça résonne autour. Et c'est exactement pareil que pour un CGP qui débute et qui pourrait avoir du mal à en vivre au début, mais qui, sur le long terme, gagnera beaucoup plus. Pour revenir un peu au niveau de la situation fiscale, pour revenir un peu sur la France aussi, niveau investissement, entrepreneuriat, est-ce que toi, tu trouves que, notamment au niveau de l'immobilier, moi, je sais par exemple que l'immobilier me repousse de plus en plus, parce que j'ai une situation personnelle aussi qui me pousse pas vers l'immobilier. J'ai plus d'intérêt à travailler sur ce que je fais plutôt que d'aller faire l'immobilier. Mais prenons quelqu'un qui est salarié aujourd'hui, qui a envie de développer du patrimoine. Parce que toi, je sais que tu as aussi un volet IMO que tu connais bien. Est-ce que tu es toujours en mode pro-IMO ou est-ce que tu mets de plus en plus de réserves au vu de ce qui se passe un peu en France actuellement, tu vois, avec l'incertitude, on va dire, politique et fiscale française? Ça dépend vraiment de la personne en face. Parce que pour moi, les 4 pôles, tu vois, comme on discutait tout à l'heure, c'est vraiment rendement, risque, rendement, risque, horizon temps aussi sur l'investissement et implication. Parce que quand tu fais de la bourse, etc., tu as 0 implication a priori. Enfin, si tu fais full action, tu vas devoir un peu analyser tes actions, etc. Mais tu vas y passer 15-20 minutes, 30 minutes par mois. Ça va pas te prendre beaucoup de temps. Si tu fais de l'immobilier, tu as un vrai volet implication. Et je pense que le mythe qu'on connaissait et qui était vrai, il faut le dire, avant 2020-2019, du financement facile, de trouver des opérations rentables un peu plus facilement, d'avoir une fiscalité un peu plus clémente, de pouvoir un peu avoir le Saint Graal cash flow si je faisais bien les choses,
bah, il est en train de s'estomper effectivement au fur et à mesure des années. Et donc penser qu'on peut enchaîner les opérations, gagner en 2500 € par mois et finir avec 10 biens sur 5 ans avec cash flow, etc., c'est un peu utopique. Ouais. Pour moi, c'est possible si tu le prends en fait sur la dimension entrepreneuriale. Si tu le prends sur, je vais faire l'immobilier comme si c'était un vrai projet business où je vais vraiment, du coup, jouer le jeu à fond, aller passer beaucoup de temps à chercher des bonnes affaires, à faire du réseau à aller rénover des biens, à aller faire des divisions, des choses comme ça, etc. Pour créer en fait de la valeur, du rendement entrepreneurial et aller créer les structures qu'il faut pour optimiser la fiscalité, etc. Et en fait, si la personne est prête à accepter l'implication et que elle, son objectif, c'est d'aller le plus vite possible dans le développement de son patrimoine, je veux dire, vas-y, fais l'IMO. Parce que je pense que en termes de vitesse, ça reste quand même un des meilleurs ascenseurs sociaux en termes de vitesse, attention. Parce que sur le long terme, je pense que la bourse est bien meilleure avec l'effet intérêt composé et en plus, c'est passif. Mais l'IMO, si tu le fais vraiment à fond, de fond, de fond et que tu le prends comme un projet entrepreneurial, tu peux effectivement, sur 5 ans, déjà avoir construit quelque chose d'assez intéressant, avoir fait peut-être une opération d'achat-revente qui te fait plus de cash pour aussi le réinvestir en bourse, etc. Donc, c'est beaucoup une affaire d'implication. Et du coup, si la personne me dit, moi, ce que je veux, c'est aller le plus vite possible dans le développement de mon patrimoine et que je suis prêt à y mettre l'implication, à accepter tous les problèmes parce que il y en a plein maintenant. Hein, c'est vraiment les loyers impayés, c'est réel. Après, il y a le garantie loyer impayé, mais lisez bien les petites lignes et ça coûte aussi des frais en plus. Il y a la fiscalité qui fait que changer tout le temps. Il faut tout le temps s'adapter. Les travaux, c'est des galères. La gestion locataire, c'est des galères. Si je suis prêt à accepter tout ça, que je suis prêt à accepter l'implication, bah ouais, là, dans ce cas-là, faites de l'IMO parce que c'est l'effet de levier, ça peut permettre d'accélérer hyper vite. Si vous n'êtes pas prêt à accepter tout ça, n'en faites pas et vous pouvez faire des très bons investissements sans immobilier, des très bons portefeuilles. Moi, personnellement, j'en fais pas parce que je juge que mon temps a plus de valeur quand je le consacre à l'entrepreneuriat, mes business, puisque comme je l'ai dit, l'immobilier, je le vois comme une forme d'entrepreneuriat aussi. Ouais. Je préfère le mettre sur ma forme d'entrepreneuriat à moi pour générer plus de cash et investir vraiment dans des types d'investissements vraiment passifs, type bourse, private equity, crypto, etc. Mais une personne qui est salariée, qui dit ouais, moi je cherche un projet pour aller développer à fond mon patrimoine, etc., et qu'elle a une petite appétence pour l'immobilier, je pense que ça peut lui permettre d'aller beaucoup plus vite. Ouais, donc en gros, plus type marchand de biens, par exemple, sans forcément devenir professionnel à 100%, mais des choses qui peuvent être très intéressantes. Ça va être des immeubles avec de la division et essayer de faire une plus-value là-dessus, ça peut être super intéressant. Ou alors avec plutôt une vision patrimoniale aussi. Voilà. Je pense que la vision cash flow facile, cash flow positif sur les appartements, ça devient de plus en plus compliqué, surtout que, mine de rien, le prix de l'IMO, il a quand même évolué à la hausse, même dans toutes les villes en France. Peut-être pas tout, je fais une généralité, mais dans la majorité des villes, même si je crois que là, sur 2025, ça chute un peu. Mais ouais, la vision de cash flow positif remplace ton salaire avec l'IMO, ça devient complexe. Par contre, effectivement, dans une vision patrimoniale, je pense que ça peut être intéressant. Moi, je sais par exemple que ce que je vais faire, c'est que là, je vais vendre mes 2 lots locatifs et je vais faire, j'ai pour projet de construire ma maison et ça va être sûrement le gros projet IMO sur lequel il y aura beaucoup d'argent qui sera immobilisé. Mais ça, c'est ma vision des choses, tu vois. Mais au moins, ça me permet de capitaliser, on va dire, mensuellement sur le capital que m'avait prêté la banque. Ça rentre dans le patrimoine, mais c'est plus une vision, c'est mon patrimoine immobilisé. Et à côté de ça, j'ai tout mon patrimoine beaucoup plus liquide. Et ouais, mais je pense qu'il faut le voir comme tu l'as dit, de manière professionnelle. Je pense que ça change beaucoup de choses. Si tu veux du rendement. Si tu veux de la rendement de la vitesse. Si tu veux du patrimonial, bien sûr, je suis d'accord. Là, va plutôt centre d'une ville un peu petite moyenne ville ou un peu côté et tu auras un truc que c'est un formidable outil de transmission aussi, l'immobilier. Hein. Si tu as du cash et que tu veux du patrimonial, tu le transformes sur un bien immobilier, tu peux faire un démembrement, le foutre dans une SCI ou autre, et ça peut te permettre de le transmettre à tes enfants sans aucun impôt, pour transmettre du patrimoine, etc. Donc, à vision patrimoniale, ça peut être très bien, mais dans ce cas-là, le rendement, c'est plus vraiment un critère. Et si tu veux la vision rendement, vois-le plutôt comme un aspect entrepreneurial. Hein. Et t'as investi un peu en SCPI, toi ? Ouais. Et du coup, ça, c'est un sujet aussi fiscalité parce que, là, pour le coup, on va sortir un peu la fiscalité française, mais il y a des choses qui sont très intéressantes aussi avec les SCPI, notamment avec les SCPI qui sont beaucoup investis à l'étranger, qui ont du coup une fiscalité potentiellement plus souple à l'étranger et donc une fiscalité plus souple au global pour les SCPI. Ouais. Ça peut être un levier intéressant. Pour quelle personne tu recommandes, toi, des SCPI pour quel type de profil Parce que moi, j'ai du mal à le conseiller pour les personnes qui débutent avec un patrimoine assez faible quand même. Je trouve que c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Et ça reste un placement qui est finalement assez plan-plan et pas très, très performant par rapport à ce qu'on peut faire à côté, tu vois. Non. Donc, c'est vraiment... pour quel type de profil, toi, tu
tu parles et tu recommandes la SCPI un peu. Ouais, bah, comme tu l'as dit, c'est pas. Si j'ai une personne devant moi qui a 25-30 ans et qui commence juste à investir, pour moi, la SCPI, ça fait pas sens de commencer par ça. Surtout sur un horizon de temps long terme, autant commencer par un truc plus liquide, plus performant et en plus où elle peut autant gérer les risques, hein, parce que la SCPI, on l'a vu, il peut y avoir du gros risque si on les choisit mal, et d'aller faire des portefeuilles en bourse, et même d'autres choses qu'on peut faire avant. La SCPI, je dirais, bah, soit une personne qui a déjà établi un bon capital, qui a déjà bien investi en bourse, etc., qui veut commencer à diversifier sur l'immobilier et qui ne veut pas faire d'immobilier physique. Parce que si je fais déjà l'immobilier physique, bah, aller faire 2 types d'immobilier sur la SCPI, etc. Pour moi, ma partie SCPI, c'est vraiment ma partie immobilière, mais de façon totalement passive. Et dans un second temps, sur la diversification, quelqu'un, par exemple, qui a une grosse somme à placer, qui a, je sais pas, qui a eu un héritage, une prime, n'importe quoi, qui a 100 000 balles à placer, bah, pour pas faire du all-in sur une classe d'actifs et qui vise long terme, aller mettre une petite poche sur la SCPI, je trouve ça aussi pertinent. Donc toutes ces personnes-là, c'est pas le premier investissement qu'on va faire en priorité, mais pour ces personnes-là, je pense que ça peut faire sens si elles veulent pas faire trop d'immobilier physique, encore une fois. Et c'est clair que je pense pas qu'il faut le voir comme l'investissement à fort potentiel de rentabilité. Il faut le voir comme un élément de diversification sur l'immobilier qui permet d'avoir du récurrent, qui est du long terme, parce que rien que pour amortir les frais d'entrée des SCPI, je pense qu'il faut rester investi quelques années déjà. Donc voyez-le comme du long terme. Ouais. Mais tu as abordé un sujet très intéressant, c'est quand tu as une poche de cash qui tombe un peu. Voilà, malheureusement, dans la vie, il y a des héritages qui tombent, il y a des événements négatifs qui arrivent au niveau familial. Et en fait, il y a des personnes qui ont ces sommes-là et qui sont un peu dans l'immobilisme où l'argent brûle les mains. Et ça, c'est un truc que je suis venu avec mon meilleur pote là pour la Paris Investor Week qu'on a demain. Et on en parlait justement tout à l'heure. Lui, il investit sur les actions, mais plus par mimétisme et pas par formation qu'il a fait lui-même, tu vois. Donc, et en fait, je voyais avec lui, et par rapport à son patrimoine, je lui disais, mais en fait, t'es sous-investi sur cette classe d'actifs, tu pourrais faire beaucoup plus, il pourrait investir plus. Et il me disait putain, Clément, si j'avais mis plus il y a 4 ans, j'aurais eu beaucoup plus aujourd'hui. Je fais, oui, mais en fait, je me rends compte que la problématique aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'investir parce qu'ils ne sont pas passés par la case « je développe mes connaissances et mes compétences ». Et on tape beaucoup sur les personnes qui font des formations, etc., etc. Mais en fait, plus j'avance, plus je me dis que quand on accompagne des gens et qu'on forme des gens, c'est hyper utile aussi pour le volume total de ce qu'ils vont investir, tu vois. Ah, tout à fait. Parce qu'en en fait, on ne se rend pas compte, mais une des plus grosses sous-optimisations, c'est t'as beau avoir la meilleure diversification possible, mais tu investis 20% de ton patrimoine. Exactement. Tu fais moins bien que quelqu'un qui est peut-être un peu moins optimisé, mais qui investit à 80%, tu vois. Et ça, je pense, c'est la réflexion que je viens d'avoir là maintenant en discutant, mais tu l'observes un peu autour de toi, des gens qui sont tellement pointilleux dans le fait de vouloir voilà, ou alors optimiser chaque euro. Ouais, soit optimiser, soit justement qui n'ont pas fait l'effort de tout comprendre et qui en arrivent à du coup ne pas investir assez, tu vois, et qui sont un peu en mode oui, c'est bien, mais j'y vais pas avec tout. Ah, mais il y a une énorme psychologie autour de l'argent. Hein. Ça reflète beaucoup le caractère des personnes. Et pour certaines personnes, c'est très compliqué de s'aventurer dans l'investissement. Et alors, s'il n'y a pas la connaissance en plus, bah, en fait, pour moi, une personne qui est un peu averse au risque de base, enfin dans son caractère de base, on lui parle de bourse et elle y connaît rien à la bourse, bah, je comprends que jamais elle va y foutre un euro parce qu'elle, elle est de l'extérieur, tout ce qu'elle voit, c'est des films, c'est le loup de Wall Street, des trucs comme ça, etc. Les traders. C'est ça, et donc du coup, je comprends. Et en fait, la connaissance casse du coup le manque de compréhension et casse les peurs. C'est toujours pareil. Quand je connais un domaine, j'ai moins peur et c'est pour ça que ça permet beaucoup d'avancer. Mais sinon, la psychologie de l'argent peut bloquer, c'est clair. Hein. Mais je pense que même... En fait, tu vois, moi, j'ai des personnes qui font du stock picking, donc qui choisissent leurs actions. Et il y a quand même un monde entre les personnes qui font du stock picking, mais un peu en surface, j'analyse un peu les entreprises sur lesquelles j'investis et je regarde un peu ce qui se passe, etc. Et moi, je sais que, par exemple, sur chaque entreprise sur lesquelles j'investis, je passe entre 15 et 20 heures d'analyse par boîte, plus tous les trimestres, j'y repasse 1h30, 2 heures, tu vois. Donc forcément, la boîte, je la connais par cœur et forcément, j'ai beaucoup plus de conviction, tu vois. Donc là, j'ai des positions, j'ai des lignes à plus de 20 000. Ça me dérange pas du tout, ça peut fluctuer, tu vois. Mais en fait, plus j'avance avec l'expérience, plus je me rends compte que c'est pas parce que je fais ce travail-là de recherche et de compréhension que je suis à l'aise avec ça, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent être formés et qui pensent être à l'aise, mais qui ne le sont pas tant que ça, en fait. Genre, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a peut-être 50% des gens qui sont vraiment à l'aise et 50% des gens qui disent être à l'aise, mais qui n'ont pas encore vécu de grosses crises, qui n'ont pas encore fait vraiment des grosses lignes avec des convictions, tu vois.
toute proportion gardée en fonction du patrimoine de chacun. Mais ouais, ça, c'est un sujet, tu vois. C'est là que la tolérance au risque rentre en jeu, en fait. Parce que souvent, on sous-estime la tolérance au risque en disant en bourse, ah, mais si j'ai un horizon de temps de 20 ans, je m'en fous, je peux faire full tech, je sais pas, full Nasdaq, etc. Sur 20 ans, le risque, il est très faible, etc. Levier. C'est ça. Mais en fait, si je suis sur 20 ans et que je suis exposé qu'au tech, par exemple, comme ça, etc., ça veut dire que mon portefeuille, il va connaître des périodes de volatilité extrêmes où en période de bourse, ça peut chuter drastiquement. Et avant d'avoir vécu ça, personne ne se connaît vraiment de comment ça fait. Et du coup, si je suis pas à l'aise avec ça, peut-être que je vais moins investir en me disant, ouais, je vais pas autant investir. Alors que peut-être que la personne qui a un peu bien diversifié, etc. à côté, elle sera plus sereine, là, à l'inverse. Et en disant, mon portefeuille, il est peut-être un peu moins performant sur le papier normalement que l'autre portefeuille, que l'autre personne. Mais du coup, j'investis beaucoup plus parce que je suis serein avec celui-là. Et c'est un peu le raisonnement, je sais pas si tu avais déjà lu Ray Dalio avec son portefeuille Allwaiser, qui est plus d'actualité aujourd'hui, hein, moi je trouve très clairement. Alors, en gros, il fait 25% de matières premières, or, etc., 25% actions, 25% obligations long terme et obligations court terme. Donc aujourd'hui, les obligations, c'était un autre monde. Hein. Mais en gros, lui, sa théorie, c'est de dire que du coup, la plupart des gens perdent tout leur capital à cause de l'inflation parce qu'ils le laissent trop sur des poches liquides. Et il disait, lui, avec son portefeuille Allwaiser, qui du coup traverse toutes les saisons, qui peu importe que ce soit période de hausse, crise économique, etc., est toujours en positif, mais ne fait pas les meilleures performances, il en est conscient, il dit au moins ça lui permet d'investir 99% de son patrimoine, et de toujours avoir un rendement supérieur largement à l'inflation, et du coup de faire mieux que ceux qui investissent que 10% dans l'ultra risqué. Et c'est un peu sa théorie, du coup, voilà, sur un portefeuille qui est plus forcément d'actualité, mais je pense qu'aujourd'hui c'est très réel. Et donc être à l'aise avec ce sur quoi on investit, autant sur son portefeuille que avoir la connaissance nécessaire, c'est hyper important pour pouvoir investir suffisamment après derrière et être à l'aise avec ça. Et celui qui investit plus, à la fin, l'investissement, c'est juste la machine qui transforme des revenus actifs en revenus passifs. Hein. Donc, si je ne mets pas beaucoup de revenus actifs à l'intérieur, je peux avoir la meilleure machine du monde, ça ne va pas faire grand-chose. C'est super intéressant. Tu penses que c'est quoi la proportion je sais pas, dans les gens que tu accompagnes, moi, ça serait un sondage intéressant, tu vois, à faire de mon côté, mais le pourcentage investi, tu vois. T'as une idée un peu Parce que moi, tu vois, je réfléchis, mais même moi, en fait, parce qu'en fait, bon, c'est différent, parce que moi, j'investis en société, on pourra en parler aussi après, parce qu'on est tous les deux en train de monter des holdings qui vont sûrement se faire taxer plus que prévu. Donc, encore une fois, ça retouche au sujet du podcast, mais ça peut changer un peu les plans, à voir. Mais ouais, du coup, j'investis en société et forcément, on a des enjeux avec nos sociétés qui sont un petit peu différents, avec peut-être des sorties d'argent, impôt sur les sociétés, TVA, qu'il faut quand même prévoir. Hein. C'est pas comme de l'argent perso où une fois qu'on a payé nos impôts, il nous appartient, c'est fini. Là, c'est un petit peu différent. Et je reste quand même, malgré tout, assez cash, tu vois. Tu vois, sur ma boîte, je dois être à 50% investi. Et en perso, je dois être à 75% investi. Mais en fait, ma boîte, aujourd'hui, c'est quand même une grosse partie de ma trésor. Et tu vois, j'investis pas tout parce que, bon, il y a des... Voilà, en attente, tu vois, on peut jamais vraiment être full investi. C'est difficile d'être full investi, je trouve. Parce que tu investis... moi, j'investis beaucoup à long terme. C'est ce que je prône, que ce soit sur la bourse, sur les SCPI, sur toutes les classes d'actifs. Du coup, tu ne touches plus sur le court terme. Non, je suis d'accord. C'est que l'argent dont vous n'avez pas besoin sur le court terme. Ouais, exactement. Mais du coup, à partir du moment où je l'ai mis et que je l'ai investi, tu vois, je me dis, en fait, cet argent-là... Il est bloqué. Ouais, dans ma tête, c'est sorti, tu vois. Et donc, ça ne peut plus payer je suis d'accord, des prestats, des trucs comme ça. Je crois que toi, dans ta boîte, actuellement, tu n'investis pas non plus forcément. Non, j'ai beaucoup de cash. Parce que là, pour le coup, là, c'est sur l'aspect vraiment business, c'est assez différent. Parce que moi, je préfère avoir du cash pour... d'une part, être sûr de pouvoir couvrir les coûts des prestataires, employés, etc. Et aussi, si je veux investir tout simplement dans mon business et que je veux faire des gros investissements, etc., je préfère avoir beaucoup de liquidités, je me sens plus serein, parce que je sais que là, vraiment, l'entreprise, il n'y a pas que moi qui en dépend, il peut y avoir d'autres personnes, etc. Donc là, j'ai vraiment ce besoin pour être serein d'avoir plusieurs mois de liquidité full devant moi. Là où en perso, c'est différent. Et en perso, moi, c'est juste, je me dis exactement la question que je t'ai dit, est-ce que j'ai besoin de cet argent sur le court terme ou pas ? Et si je l'investis, pour moi, comme tu l'as très bien dit, c'est bloqué. Donc, je sais pas combien de pourcents je suis investi en perso, beaucoup plus qu'en société, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais. Après, tu vois, moi là-bas, j'étais parti, quand j'ai commencé à investir, j'étais parti sur... Là, je fais une stratégie de sortie pour créer l'apport pour la maison. Ouais. Mais en gros, ce que je fais, c'est... Quand j'arbitre mon portefeuille et que du coup j'avais des positions en perso que je ne veux plus trop maintenant, par exemple parce que changement des fondamentaux ou alors une surexposition ou bref, d'arbitrage, hein, pas forcément de désinvestissement. Mais du coup, je sors la somme en perso et je la réinvestis en société directement, tu vois.
Comme ça, en fait, je me dis, j'ai pas changé mon taux d'investissement. Juste, j'ai récupéré du cash en perso que j'avais investi. J'ai fait de la plus-value dessus parce qu'en perso, j'ai commencé il y a 5 ans. Et quand on regarde aujourd'hui, si tu as commencé il y a 5 ans, être en moins-value, c'est compliqué. Faut vraiment avoir fait n'importe quoi. Et la fameuse assurance vie à ouais, 3% de frais. Il y en a, hein. Moi, je veux des assurances vie. très, très peu, quoi. Ouais, bah, j'ai ma mère qui avait encore une assurance vie que j'avais vue récemment, ce qui était sur. Bon, je sais pas, c'était la banque quand même, ça se fait pas. Mais en gros, au bout de 10 ans, elle était en négatif. Nickel. En termes de rendement. Et ce qui est énorme, c'est que quand ils demandent la justification, ils disent non, mais c'est parce que les conditions de marché sur les 10 dernières années n'étaient pas favorables. Ah ouais? Je pense que c'était les 10 meilleures années qu'il y a eu depuis longtemps. C'est mensonge. Et en fait, c'est juste que c'était des fonds pourris de placement, etc., des frais plus élevés que le rendement des fonds et que ça finit en négatif à la fin, quoi. Mais bon, c'est. Ouais, mais en fait, c'est même pas un mensonge, je pense, c'est juste que les personnes en plus qui conseillent n'ont même pas la connaissance de ça, c'est pas leur métier, quoi. Donc, Ils savent pas. Moi, mon père, il a un PEA depuis 20 ans. Ouais. Il a fait moins que le livret A. C'est un PEA, ouais, franchement, ils ont. Nickel, hein. Ouais, ils ont... Vraiment fort. Ouais. Gros niveau, quoi. Mm. Mais ouais, c'est fou. C'est un délire. Et du coup, par rapport aux sociétés, on parlait de fiscalité au début du podcast et au changement de fiscalité. Il y a également des discussions autour des holdings, autour des... même la taxe Zuckman, hein, mine de rien, c'était quand même voilà, aussi sur l'imposition du patrimoine des très très fortunés et notamment les entrepreneurs et tout ça. Mm. Sauf que sur les holdings, il y a quand même beaucoup plus de holdings que ce qu'on pense, parce que nous, on est des petits entrepreneurs, même si on gagne bien nos vies et que ça se passe bien pour nous, on reste quand même des petits entrepreneurs. À l'échelle de Bernard Arnault, oui. Oui, à l'échelle de Bernard Arnault, on est vraiment des petites miettes. Mais ouais, du coup, au niveau des holdings, ils veulent potentiellement appliquer également en fait, une taxe, comme ce qu'on discutait tout à l'heure, donc de 2% sur le patrimoine global de la holding à partir de 1 million d'euros. Ouais, entre 1 et 5, ils discutent. Il y en a qui ont dit 1, il y en a qui ont dit 5. Entre 1 et 5. En fait, ouais, c'est le seuil d'entrée. Parce que là, comme tu l'as dit au début de l'épisode, hein, bien sûr, ce qu'on discute là, c'est passé à l'Assemblée, mais c'est pas encore passé au Sénat. Donc autant ça va se faire raser au Sénat. Mais il y en a qui proposent du coup de mettre cette imposition donc, sur les holdings, sur le patrimoine global des holdings, de tout ce qui est au-dessus d'1 million d'euros à hauteur de 2% du patrimoine. Donc imaginons j'ai 5 millions, tout ce qui est entre 5 et 1, du coup 4 millions fois 2% chaque année payé. Et il y en a qui proposent de rehausser le seuil à 5 millions, qu'à partir de 5 millions, on soit imposable. Et en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est que, bien sûr, il y a une chasse aux personnes un peu fortunées. Hein. Et quand on regarde en France, que je suis entrepreneur et que je gagne beaucoup d'argent, la grande majorité, 90-95% des entrepreneurs, ils font exactement la même stratégie. Tous ceux qui ont des startups qui marchent très bien, des grosses entreprises, etc., ils ont leur société. Et en fait, si leur société, ils se sortent l'argent en perso, ils se prennent 30% de flat tax, ils se font un peu éclater. S'ils prennent d'ailleurs que les dividendes, ils peuvent même prendre la taxe Puma potentiellement, etc. Ouais. Alors, ce qu'ils font plutôt, c'est qu'ils font remonter à une holding avec le régime Murphy, ils n'ont pas les 30%, ils ont 1,25%, en gros, grosso modo. Et avec la holding, dedans, ils vont pouvoir investir massivement et faire en fait un effet boule de neige. La même chose qu'on essaie de faire en bourse. Par contre, s'ils sortent l'argent de la holding, ils paient l'impôt. Hein, comme tout le monde, ça c'est un mythe de dire qu'on peut l'éviter. Ils paient l'impôt. Mais ça leur permet de capitaliser dans la holding, de faire un écosystème vertueux où ils réinvestissent sans passer par la friction fiscale. Et donc, le gouvernement, en voulant chasser du coup, les taxes sur les personnes un peu fortunées, ils ont dit tiens, il y a 90% des personnes qui ont des holdings. Tous, ils ont ce genre de montage-là. C'est que la holding, c'est vraiment l'outil des riches. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, du coup, ils se sont dit, le patrimoine qui est dans les holdings, c'est un patrimoine jugé comme improductif. Ils aiment beaucoup ce mot en ce moment, improductif. C'est la mode. Donc, tout ce qui est dedans, on va le taxer. Et le taxer sur la valeur totale. Sauf que là, encore une fois, c'est pour moi, enfin, taxer sur du stock, pour moi, c'est terrible. Taxer sur du flux, donc c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, je me sors les dividendes, c'est du flux, ça transverse, du coup, je prends une taxe, c'est normal, c'est comme ça que ça marche, etc. Taxer sur du stock, c'est un truc qui bouge pas. Donc là, par exemple, j'ai dans ma holding, j'ai 10 millions, mais les 10 millions, ils sont investis dans des sociétés, ils sont investis en bourse, ils sont investis en crypto, etc. Et chaque année, je dois payer un truc sur des plus-values que je n'ai pas du tout encaissées. Et du coup, qui me force à vendre pour pouvoir payer l'impôt. Là, c'est n'importe quoi. Et c'est comme en fait la taxe Zuckman, d'ailleurs. Même, hein. C'est ça. La taxe Zuckman, c'est taxer un patrimoine qui est totalement illiquide, à savoir des parts de société. Quoi. Ouais, sauf que la taxe Zuckman, c'était pour, je crois, 1800 personnes en France ou un truc comme ça. Millions, et là, on est quand même sur beaucoup plus de personnes. Après, tu penses quoi de cette chasse un peu à... Bon, on fait pas de politique, ni toi ni moi, et on ne sera personne pour dire quoi faire, mais c'est un peu fatigant quand même, je trouve, d'évoluer dans un écosystème entrepreneurial ou même au niveau de l'investissement où voilà, c'est toujours une chasse à ceux qui essaient d'avancer, de se bouger, d'investir. Moi, je pense que tu vois,
mine de rien, c'est une richesse pour tout le monde si tout le monde essaie d'évoluer, tu vois. Ouais. Que ce soit même les investisseurs. Les investisseurs, souvent, peuvent être considérés comme des gens qui ont du capital et qui vont l'investir voilà, dans d'autres sociétés pour justement avoir des fruits de ce capital-là, etc. Mais en fait, à terme, en fait, tout ça, c'est une rotation sans cesse de capitaux. Moi, ce que j'ai, il y aura un héritage. L'héritage, mes enfants pourront l'utiliser pour différents projets. Enfin, tu vois, comme tu le dis, si tu taxes les flux, in fine, arrivera un moment où tu vas taxer une grosse partie de ce qui est stocké. Ouais. Tu vois. Donc, la finalité, c'est que tout est déjà quasiment taxé. En fait, ils veulent surtaxer au risque de dégoûter des gens comme nous, tu vois. On a discuté, nous, on n'est pas trop pour l'expatriation parce qu'on a d'autres enjeux familiaux, etc., où on a envie de rester ici et on fait passer ça avant l'argent. Mais moi, je peux comprendre les gens, tu vois, qui ont 20 ans, qui n'ont pas trop d'attaches et qui ont envie d'aller voir ailleurs, qui partent, tu vois. Ouais. Et je crois que c'est de plus en plus. Je ne sais pas quels sont les chiffres d'exode des personnes qui deviennent, tu vois, les primo-millionnaires, tu vois, les gens qui arrivent à développer un patrimoine de 1 million avec leurs activités ou quoi que ce soit. Ce qui, mine de rien, est de plus en plus facile avec le monde actuel, avec Internet, etc. On en connaît, je pense, pas mal. Pas mal, ouais. Ils se barrent tous. Ouais, en fait, moi, quand je discute avec des gens un peu de leur situation, etc., et qui partent à Dubaï, etc., moi, je le ferai pas. Pourquoi ? Parce que déjà, j'adore la France. Et j'ai beau aimer voyager dans d'autres pays, je me sens chez moi qu'ici. Et du coup, j'ai pas envie de lâcher le pays. Et pour l'instant, la fiscalité, ça va. Enfin, elle est élevée, mais pour l'instant, moi, je juge... ça va. Ça pourrait devenir plus délirant, mais ça passe. Et en plus, comme on l'a dit, j'ai pas envie de faire 10 heures d'avion pour voir ma famille. Moi, je préfère être la proximité avec ma famille. Je valorise beaucoup plus que la fiscalité. Mais en fait, quand je vois des personnes, des fois, ils me disent, je leur dis pourquoi t'es à Dubaï, pourquoi t'es machin, etc. Ils disent, écoute, j'ai 25 ans, je gagne très bien ma vie, etc. J'ai fait le calcul, je suis célibataire, je suis sans enfant, tout ça. Je vis 5-7 ans à Dubaï. Pendant 5-7 ans, je paye aucun impôt. Ça me permet d'investir 3 fois plus que si j'étais en France, parce que du coup, nous, on paye à peu près, grosso modo, quand on fait tout le ligne, toi et moi, on paye 50% d'impôt à peu près. Et du coup, ça me permet d'investir beaucoup plus. Et peut-être dans 5-10 ans, j'aurai un gros pactole que j'aurai accumulé, qu'en France, jamais j'aurais pu accumuler. Et là, si je reviens en France, je reviendrai en France, quoi. Et il y en a, ils ont cette théorie aussi. Et en fait, comment tu peux leur en vouloir ? Et c'est là que, en fait, c'est un peu... je pense que je suis pour la redistribution, etc. Mais c'est vraiment utopique de se dire que si je vais taxer toujours plus les personnes les plus fortunées, ça va juste le faire parce qu'il y a une courbe très intéressante qu'on appelle la courbe de Laffer qui montre, ça a été déjà testé dans d'autres pays. C'est ça, voilà, la petite cloche qui montre qu'à un moment, si tu augmentes la fiscalité, les recettes fiscales de l'État baissent. Ce qui est bizarre, mais en fait, c'est évident. Ils partent. Alors qu'il y en a, ils disent oui, mais si tu regardes à l'époque, quand il y a des gouvernements plutôt socialistes qui ont augmenté les impôts, tout le monde disait que les riches allaient partir et ils ne sont pas partis. Sauf qu'à l'époque, la grande majorité des fortunes, 80%, c'est des fortunes industrielles, des fortunes immobilières, etc. Aujourd'hui, c'est des gens, ils ont un ordinateur, ils peuvent bosser d'où ils veulent. Et de nos jours, un billet d'avion, c'est moins cher qu'un billet de train. Enfin, tu pars hyper rapidement. Ton visa, il y en a, ils te l'offrent si tu as un peu d'argent, etc. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Et l'exit tax, ces trucs comme ça, etc. Les États-Unis, ils le font parce que c'est les États-Unis, ils ont fait signer un accord à je sais pas combien de pays. Je pense pas qu'actuellement on a le pouvoir politique de le faire. Donc pour moi en fait, sans faire de politique, etc. Parce que encore une fois, je suis pour la redistribution, pour les impôts. Moi, l'impôt sur le revenu, par exemple, je le trouve très fair, jusqu'à 45%, même si c'est élevé. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est progressif. Ouais, c'est progressif. Je pense que toujours avoir la philosophie pour faire croître un État, il faut prendre dans les poches de quelqu'un pour donner plus dans les poches de l'autre et que c'est le seul moyen. Qu'en fait, si je veux donner plus à quelqu'un, il faut que je prenne plus à quelqu'un. C'est pas la mauvaise image. Et les pays qui réussissent le mieux en termes de PIB, en termes de croissance, etc., ont montré que ils n'avaient pas forcément cette approche, qu'ils avaient plutôt une approche d'essayer de favoriser aussi la croissance, pour favoriser plus d'emplois, etc., plutôt que de toujours prendre à un pour donner à l'autre, prendre à un pour donner à l'autre. Et en plus, on crée des camps, quoi. Et les partis politiques sont... Voilà, c'est la guerre. Ils mangent de ça. C'est en train de devenir la guerre. Et je pense que, en fait, ça ferait du bien d'avoir des gens qui ne sont pas politisés à la tête du pays, tu vois, parce que, en fait, il faudrait des gens qui soit beaucoup plus rationnel que ce qu'on a actuellement. En fait, et puis je pense aussi qu'il y a des décisions qu'il faudrait prendre, notamment au niveau politique pour la France. Si les gens prennent ces décisions, ça part en steak, tu vois. Je pense. Tu parles système de retraite, etc., par exemple ? Ouais, je pense que la retraite, c'est un sujet. Et puis moi, je peux comprendre, tu vois, moi, la génération de mes parents, quand on leur dit « vous allez passer de 62 à 64 » alors qu'ils en ont déjà marre de ouf, ça fait 30 ans qu'ils sont dans la même boîte. Je comprends, carrément. Je me mets à leur place. Qu'ils soient dans la rue, moi je comprends, carrément. Mais en même temps, factuellement, ça marche plus. Ça a marché, mais ça marche plus, ou en tout cas, ça marche plus aussi bien aujourd'hui. Donc, il faut faire quelque chose, tu vois.
il y aura une génération sacrifiée à un moment donné. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut se prendre par la main tout seul et apprendre, investir, essayer de développer ses compétences, faire des side business, tu vois, pour essayer de faire des revenus complémentaires. Il y a plein de choses qui sont possibles. Moi, par exemple, tu vois, je travaille avec ma petite sœur aujourd'hui et ça me permet de lui verser un salaire complémentaire à ce qu'elle fait. Emploi fictif. Hein? Non, je rigole. Non, vrai emploi. Vrai emploi. Et non, mais ça, c'est... Attends, du coup, je me suis perdu. Mais du coup, ma petite sœur travaille très bien. Et non, mais du coup, ouais, de pousser un peu les gens vers le haut, quoi, au lieu de tout le temps... voilà, dans le système de retraite qui marchait plus, c'est ça que je disais. Et voilà, que chacun puisse se prendre par la main tout seul pour prévoir son avenir, pouvoir anticiper sa propre retraite et que en fait, l'État soit un support à ce qu'on a déjà fait nous, sans tomber dans un modèle ultra capitalistique comme aux US où en fait, les gens qui sont dans la rue, ils meurent de faim et genre c'est vraiment la catastrophe. Et sans non plus tomber dans l'assistanat et la surtaxe qu'on est en train de tendre un peu vers ça actuellement. Et ouais, et donner envie aux gens de faire des projets, d'avancer, de se bouger. Moi, je pense que toi, c'est pareil, mais moi, dans ma boîte actuellement, j'aurai les moyens financiers, par exemple, d'embaucher quelqu'un. Ouais. Financièrement, c'est possible. Je veux pas. Je sais pas toi. Je veux pas prendre de CDI. Il y a trop de contraintes aujourd'hui. Que des gens que je connais, moi. Ouais, ou des gens. Ouais, t'as pris des CDI, toi? Ouais, là, je suis en cours. T'es en train? Ouais, enfin, ils embauchent déjà ensemble et en train de CDIser, ouais. Ok, mais t'as fait du coup pendant une grosse période du freelance, du prestataire, avant de vraiment évoluer. C'est ça. Mais parce que, je suis d'accord, pour faire confiance, c'est très difficile. Mais c'est des gens que je connais très bien de base, quoi. Donc ça me dérange pas. Ouais. Mais tu vois, mine de rien, aujourd'hui, un freelance, tu pourrais presque plus le payer en étant freelance que quand il est en CDI. Par exemple, un mec que moi je vais payer 3 000 €, lui, il a son URSSAF là-dessus, donc 23%, il va lui rester 2004 net et là-dessus, il paiera son impôt sur le revenu. Si tu veux payer 3 000 € en salaire quelqu'un en CDI, ouais, toi, ça te coûte très cher, quoi. Ça coûte 6 000. Ça te coûte très, très cher. Donc, et ça, tu vois, c'est un frein, c'est dommage. Tu vois, ça encourage pas des boîtes à se développer. Et encore une fois, tu baisses les charges sociales, tu favorises l'emploi, tu permets aux entrepreneurs et aux patrons de verser des plus gros salaires. Forcément, peut-être que tu baisses le pourcentage de charges fiscales. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il y a plus d'emplois, peut-être que ta recette fiscale monte aussi, tu vois. Ouais. C'est un équilibre qui est délicat, ouais. Ah, mais c'est très compliqué. Et, encore une fois, moi, je prétends pas avoir la solution parce que j'aimerais pas être la personne qui démêle tout ça parce que, en fait, c'est très difficile et comme dans la vie pour tout, c'est très difficile de donner et de monter. C'est encore beaucoup plus difficile de reprendre. Très facile, pardon, de donner, etc. Mais de reprendre. Et là, pendant des années, on a mis des taxes, etc., qui permettent de financer un système en entier, un système qui, malgré toutes ces taxes, est quand même déficitaire. Et donc, la tendance n'est pas à se dire ouais, je vais enlever des taxes par-ci par-là. La tendance, c'est plutôt à se dire je vais en rajouter. Et donc, du coup, jusqu'à quel point, en fait? Jusqu'à quel point et jusqu'au moment de rupture. Et je pense que, enfin, moi, ça me semble évident qu'à un moment, le système de retraite, ça a cassé. On va passer en capitalisation. Après, je pense qu'il y a des gens très intelligents qui arriveront à faire une très bonne transition. Mais juste, oui, dans la rue, ça va être terrible. Ouais, je pense que ça va être un peu la galère. Ouais. Je vois pas d'issue, ou en tout cas, il n'y a pas un changement majeur, tu vois. Galère, pas galère, tout le monde sera pas d'accord, mais il y aura un changement, je sais pas lequel, mais ça va changer. Ouais. Et du coup, toi, par rapport à tes investissements en société, parce que du coup, tu le faisais pas jusqu'ici, et donc si tu montes la holding, je suppose que tu vas potentiellement le faire plus tard. Ce serait quoi un peu tes investissements toi, en boîte? Moi, je sais que je fais bourse principalement, compte titre, donc vraiment des actions en direct, parce que moi, j'aime bien ça et j'aime bien analyser les boîtes et c'est ce qui me plaît. Et j'ai des SCPI, notamment avec de l'usufruit, qui peut être très intéressant. Bon, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler parce qu'on a déjà débordé, je crois. Ah, non, ok. Mais ouais, du coup, c'est quoi ton projet pour investir, toi? Alors moi, jusqu'ici, j'ai beaucoup investi surtout en perso, très peu en société, etc. L'intérêt de la holding que je suis en train de mettre en place, c'est surtout pour pouvoir faire remonter une partie des bénéfices du coup, à la holding avec une fiscalité plus légère. Et moi, je sais que quelque chose qui me plairait beaucoup sur les 10-15 prochaines années, ce serait investir dans d'autres sociétés, d'autres boîtes, mais en direct, d'autres entreprises et prendre des parts du capital. Et la holding, c'est le meilleur véhicule pour faire ça. Donc, ça serait mon projet principal pour la bourse, etc. Je suis plus en perso de base. Après, je pense qu'avec la holding, je constituerai quand même un portefeuille compte titre sur holding. Peut-être qu'à terme, je serai aussi un peu private equity, d'être privé, des choses comme ça.
Et aussi, j'aurais un autre projet là sur les 3 prochaines années. Ça serait d'ouvrir un contrat luxembourgeois. Et ça, d'ailleurs, je suis en pleine hésitation de voir est-ce que j'ouvre un contrat luxembourgeois via la holding, ce qui est possible, ou en perso une assurance vie luxembourgeoise, mais ce qui nécessite de sortir plus de cash parce qu'il faut passer par l'impôt avant. Donc voilà, ça serait surtout pour ça. Mais la première vocation vraiment la holding, c'est le projet long terme de ce qui me fait vibrer moi. Je l'ai vu ces dernières années, c'est quand même l'entrepreneuriat et aussi analyser un business model, une entreprise, etc. Et pas pour tout de suite, mais je prévois à l'avenir. Je me dis, quand j'aurai réussi à engranger un peu de cash, etc., dans 10 ans, un truc qui me stimulerait vraiment, ça serait de pouvoir investir dans d'autres boîtes. Et à ce moment-là, du coup, je vais avoir le véhicule pour le faire. Donc, c'est vraiment la raison première. Et après, private equity sur des petites boîtes qui se lancent en mode presque conseil, exactement. Accompagnement des. Ok, un peu comme. Vraiment du private equity sur des petites structures, exactement. Ouais, des petites. C'est ça, parce que tu as le côté stimulant, tu vois, de faire partie de l'aventure directement, etc. Ouais. Après, attention, c'est des investissements encore beaucoup plus risqués, etc. Mais j'aime ce côté stimulant et je pense que c'est important aussi de faire ce qu'on aime avec son argent, etc. De faire partie d'une aventure, de pouvoir être un peu dedans et de pouvoir être pleinement dedans. Parce que quand tu mets de l'argent, tu es vraiment skin in the game à fond. C'est-à-dire que soit tu perds, soit tu peux gagner beaucoup si l'entreprise marche. Et ça, c'est un truc qui me plaît. Pour la partie vraiment pure investissement, etc., là, pour l'instant, je suis beaucoup en perso et je continue de le faire comme ça marche très bien. Après, peut-être que je vais commencer à le faire avec la holding. Ça, je n'ai pas encore trop réfléchi, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que le pourquoi de l'investissement, tu vois, il n'est pas forcément chiffré. Ouais. Pour les personnes, la majorité des personnes, oui, c'est chiffré. Tu vois, c'est combien je vais dans la machine, combien est-ce que je vais sortir de la machine, tu vois, c'est normal. Mais arrive un moment où je pense que toi, avec ton activité et avec nos activités, on développe aussi des compétences qui pourraient aider d'autres personnes à se lancer et des boîtes à se lancer. Enfin, moi, je sais que ça me plairait, tu vois, par exemple, de pouvoir avoir un œil extérieur sur une boîte comme moi, j'ai besoin parfois d'un œil extérieur sur ce que je fais. Trop dur. Et je me dis... le coordonné, il y a toujours le ouais, exactement. Et en fait, des fois, je suis le moins bon conseiller pour ma propre entreprise. Ouais. Alors que quand je regarde rapidement une autre entreprise un peu du même secteur, je peux voir directement ce qui déconne, tu vois. Alors que quand je suis dans la mienne, je vois pas. Et ça, c'est effectivement super intéressant. Ah, mais carrément. Et moi, par exemple, en fiscalité, je me suis sacrément formé, je me considère assez calé. Mais pourtant, sur mes décisions de fiscalité, avec ce que je fais moi, mes sociétés, je compte toujours un avocat fiscaliste ou un expert comptable parce qu'un regard extérieur est toujours beaucoup plus sain que son propre regard, des fois, sur sa situation à l'instant T. Ça enlève du stress aussi, hein. Ouais. Tu t'envoies un peu la patate, la patate chaude en mode t'es sûr, c'est bon Ouais, c'est le bon truc. T'as mis la signature. Okay. Bon, nickel. Bon, écoute, Thomas, je pense qu'on a fait une bonne petite heure. Hein. Je sais pas trop où est-ce qu'on en est. Je sais pas du tout. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'était un bon podcast. De toute façon, il y a moyen qu'on en refasse un rapidement parce que je reviens en janvier. Très possible. Donc, je vais faire un tour avec tout le monde. Ce sera avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? YouTube, Instagram principalement ? Exactement. YouTube, Instagram, DuoShock. Hein. Ouais, je mettrai sur les autres réseaux, mais un peu moins d'affinité, il faut le dire. Pareil, j'ai du mal, hein. J'ai du mal avec les autres, LinkedIn et tout. LinkedIn, j'y suis, etc. Mais j'avoue que j'y vais 2 fois par semaine, quoi. Donc, alors que, dur à développer. Ouais, c'est ça. Mais je programme tous mes posts, hein, j'y suis, etc. Mais je vais beaucoup moins. Alors que YouTube, j'aime beaucoup. Hein, franchement, le contenu YouTube, moi, je suis un gros consommateur YouTube. Ouais. Et Instagram, c'est ma plateforme de base. Donc, ça restera ma plateforme de base, quand même. Ouais, c'est là où tu as la plus grosse audience, quand même. Tu as développé un sacré truc. Ouais, sur Instagram, clairement. J'arrive pas à te rattraper. Je pense que ça n'arrivera jamais. Ça peut aller vite sur Insta. Beaucoup plus vite que sur YouTube. Beaucoup plus vite que sur YouTube, c'est clair. Ouais. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Allez voir les réseaux de Thomas également. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, prochain épisode. Ça dépendra de ce que je fais et de ce que j'aurai envie de faire. À très vite. Merci beaucoup.